Pourquoi tant de cinémas s'appellent-ils Rex ? À Paris, dans des grandes villes ou des petites communes, et même à l'étranger, on a tous connu un Rex. Pour élucider le secret de cette appellation fétiche, il faut remonter à un siècle en arrière, une époque où il a fallu anoblir une pratique pas encore tout à fait perçue comme le 7e art. Il y a 44 Rex en France parmi les salles en activité en 2022, selon les chiffres du CNC. Et on trouve aussi un Mégarex et 2 Rexy. Au début du XXe siècle, les cinémas qui ouvrent, d'abord à Paris, portent le nom de leur rue ou de leur quartier. Très vite, on a aussi dès les années 1900 des noms qui renvoient à une image exotique, le Luxor, l'Alhambra, Tivoli, ou alors en lien avec l'art et les loisirs. Féerique cinéma, artistique cinéma, mais à l'époque, le cinéma n'est pas encore vu comme un domaine artistique sérieux, mais plutôt comme un loisir dévergondé. Pour contrecarrer cette perception, certains exploitants veulent donner une image de marque à leur salle. On peut donc imaginer l'objectif derrière des noms comme le Royal Cinéma, le Tern Palace, le Palais Montparnasse. On fait aussi appel à des noms déjà utilisés dans le théâtre, un art noble, comme Odéon ou Eldorado. Les cinémas ont été un peu héritiers des divertissements plus anciens. Dans les music-halls, dans les cafés-concerts, dans les foires, les fêtes foraines, qui étaient au début en quelque sorte la terre d'accueil du cinématographe. Il y avait ces noms qui circulaient pour désigner les différents divertissements. À ce stade, les nombreux Rex n'existent pas encore. Mais le latin émerge dès la première génération des cinémas, avec l'Excelsior, qui veut dire plus élevé, le Palladium, qui renvoie à une statue sacrée chez les Romains et les Grecs, ou Stella, qui veut dire étoile. C'est probablement aussi une recherche un peu de légitimité, d'ancienneté et un rattachement aux traditions anciennes en quelque sorte, des noms qui donnent un certain prestige, on va dire, à la salle. Pour anoblir un art et une pratique encore jeune, faire appel au latin, le symbole de la culture classique, pouvait donner des airs de qualité antique. À partir des années 1910, lorsque le cinéma étend un peu son public à des classes plus aisées, sort d'un divertissement presque exclusivement réservé aux classes populaires et aux ouvriers. À ce moment-là, il y a un changement, effectivement. Les salles commencent à avoir une architecture, on va dire, plus ostentatoire, reprendre les registres, on va dire, de l'architecture théâtrale, le rideau, la scène, l'orchestre pour accompagner les projections. C'est le cas du Grand Rex, ouvert en 1932 par Jacques Haïk. Il est l'un des plus grands producteurs et distributeurs du cinéma français. C'est lui qui a par exemple importé les films de Charlie Chaplin et qui l'a baptisé Charlot. À l'époque, dans pas mal de textes, on voit circuler le roi du cinéma à côté du Rex. Et Rex, veut dire effectivement le roi. Pour cette salle-là, il voulait vraiment les plus grands, les plus, on va dire, prestigieux, que ce soit au niveau de la construction, de l'architecture, de la capacité de la salle, et puis même de la programmation. Il y avait beaucoup d'ambition, beaucoup de dépenses. 2 ans plus tard ouvre le cinéma Luxe, toujours à Paris. Luxe veut dire lumière, et on peut deviner un clin d'œil à la projection lumineuse, voire aux frères Lumière, les inventeurs du cinématographe. À cette époque, le cinéma devient parlant, et en 1937 ouvre plusieurs vox, qui signifie voix, toujours en latin. On a d'ailleurs encore aujourd'hui en France 21 vox, 9 luxe et une poignée de pax qui veut dire paix. Ces noms courts et clinquants sont aussi un bon argument marketing. Pour l'exploitant, l'enseigne est un hameçon pour accrocher de potentiels spectateurs. Le X sonne bien et la brièveté des noms permet d'afficher ses lettres en dimension XXL. D'ailleurs, aux États-Unis, l'entrepreneur Samuel Rotafel utilise son surnom, Roxy, lorsqu'il ouvre en 1927 la plus grande salle du monde, le Roxy à New York. Le nom et l'architecture du Grand Rex parisien vont inspirer de nombreuses salles. Sa sœur jumelle ouvre à Bordeaux la même année, et on trouve même un autre Grand Rex, un théâtre cette fois, ouvert à Buenos Aires en 1937. Le Rex de Paris a été en quelque sorte un modèle, un point de départ pour une mode à la fois architecturale, mais également d'appellation. Ça renvoie effectivement à cette salle qui a été beaucoup diffusée dans les revues, que ce soit les revues d'architecture et de décoration. On en trouve donc aujourd'hui un peu partout dans le monde, en Italie, aux États-Unis, au Pakistan, en Malaisie. Alors la prochaine fois que vous passerez le pas de votre Rex préféré, vous saurez que vous n'êtes pas seul.